Les enseignants sont le maillon essentiel d'une nation. Ils sont en relation avec la famille et surtout, ils sont les premiers agents de développement grâce aux enseignements qu'ils nous donnent. Mais au Cameroun, depuis un certain temps, les enseignants pleurent comme des enfants, maltraités lorsqu'ils ne sont pas complètement grondés, manipulés. Ils ont beau déposer des propositions, le gouvernement ne fait que multiplier le dilatoire après avoir promis de revoir leur situation et leur donner satisfaction. Le 5 octobre 2023, c'était la 29e édition de la célébration de la Journée mondiale des enseignants. Il faut se dire que cette journée qui a été faite sur recommandation par l'OIT et l'UNESCO, signée justement en 1994, venait tout simplement valider le statut de l'enseignant qui date de 1966, reconnu par l'ONU. Ce n'est donc pas le Cameroun qui va inventer la brouette. Comment recruter un enseignant? Comment payer un enseignant? Comment gérer la carrière d'un enseignant? Comment faire des avancements pour des enseignants? Mais au Cameroun, on nous dit, il faut venir pour négocier les statuts de l'enseignant, pour négocier les avancements, pour négocier même les salaires et l'intégration. Ainsi, après avoir souffert depuis des années, les enseignants ont décidé de passer à la vitesse supérieure avec une grève générale qui débute le 9 octobre jusqu'au 13, voire 16, voire 20, voire 28, voire, parce que ça peut se prolonger tant qu'ils ne sont pas satisfaits. Bien sûr que le gouvernement essaye de tirer la couverture de son côté en dressant les autres fonctionnaires ou même en dressant les élèves et la société contre les enseignants comme s'ils étaient tellement bien aimés, comme s'ils avaient tellement tout, mais continuent à pleurer. Et d'ailleurs, Joseph Lé, ministre de la fonction publique, se gargarise de dire qu'il a encore reçu 5 syndicats qui sont venus déposer une proposition, des propositions. Heureusement, ces syndicats ont immédiatement réagi pour dire « Nous ne sommes pas venus déposer les propositions, mais nous sommes venus dans une réunion pour réitérer toujours nos revendications. Vous connaissez déjà tout ce qui a été décidé. Payez tout simplement. Point final. » Le problème est qu'aujourd'hui, l'enseignant est dans une situation de précarité créée par le régime Biya. Vous vous rendez compte? Avant, quand un enseignant sortait de l'école de formation, il était intégré comme tout fonctionnaire. Immédiatement, il avait son salaire. Quand il était affecté au nord, dans le septentrion, parce que c'était le Grand Nord, on lui donnait le billet d'avion. Et à tous les membres de sa famille, il avait son logement. Et puis, dès le 3e mois, il savait qu'il est déjà intégré. Il savait qu'il doit déjà mécaniquement avoir son salaire. Or,
Biya est arrivé au pouvoir, alors que le salaire des enseignants augmentait chaque année, de 1960 en 1984, eh bien, Biya a d'abord bloqué. En 1987, alors que mécaniquement, lorsqu'on était formé, comme à la police, comme à l'EMIA, comme à l'ENAM, comme dans les autres écoles, mais on intégrait la fonction publique. Comment se peut-il qu'aujourd'hui, depuis 1987, BIA a commencé des problèmes contre des enseignants, jusqu'à les défonctionnariser. C'est-à-dire que vous sortez d'une école, vous avez obtenu un diplôme, vous passez un concours, vous finissez la formation. Lorsque vous revenez à la maison, on vous dit, attendez d'abord à la maison. Vous allez refaire un autre concours pour devenir enseignant. Pourquoi vous êtes donc parti faire la formation? Si on demandait aux militaires que tu sors de l'EMIA, va rester à la maison avant ton intégration. Si on demandait ça aux policiers qui sont en train de poursuivre les enseignants là, aux gendarmes qui poursuivent les enseignants, qu'est-ce qui allait se passer? Parce qu'ils ont beaucoup étudié, plus que les enseignants. Ils ont été mieux formés que les enseignants qui les ont formés. Voilà donc là le comble se trouve dans ce qu'on appelle les revendications des enseignants qui, non seulement pour être intégrés, doivent aller s'aligner devant le ministère des Finances, doivent faire le pied de grue au niveau du ministère de la fonction publique, ou même doivent rester à la maison. Quand on va là-bas, il faut attendre minimum 2 ans pour que le dossier d'intégration aboutisse. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous voulez les avancements, ce qui vous revient de droit, on vous demande au ministère des Finances 30% de vos droits. C'est-à-dire que si vous gagnez 100 000 francs, celui qui est là, qui est pourtant payé pour son travail, il vous dit, vous devez accepter que sur les 100 000 francs, il doit prendre 30 000 francs. On vous dit, ah non, les enseignants se plaignent beaucoup et tout ça. Les mêmes enseignants, il faut voir leur salaire. Comme j'ai dit, regardez leur salaire au Gabon, en Guinée équatoriale ou en Côte d'Ivoire. Nous tous, on utilise le franc CFA. Or, aujourd'hui, il se trouve que l'enseignant, parfois, son salaire de base, parce qu'on dit qu'il est contractuel. D'abord, on a dit vacataire, après contractuel. Vous commencez avec 40 000. Pendant 9 mois. Vous n'avez pas de congé payé. Et vous vous retrouvez dans une zone très reculée où vous ne pouvez pas faire ce qu'on appelle le regroupement familial. Vous attendez l'affectation dans un village pendant au moins 10 ans. Vous êtes bloqué là-bas. Vous ne connaissez même plus la route de Yaoundé, ni celle de Douala. Arrivé d'ailleurs dans ce village-là, vous vous rendez compte que vous êtes professeur de français, mais comme il n'y a pas de professeur, il n'y a personne pour donner les mathématiques, vous devenez en même temps professeur de français, professeur de mathématiques, professeur d'anglais. Vous allez peut-être dire que les enseignants de Yaoundé sont mieux ou ceux de Douala. Mais ils se retrouvent dans des classes surchargées de 80, 90, 100. Ils doivent corriger les copies. Ils doivent surveiller tous ces élèves-là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que le travail augmente, mais les salaires sont bas. Regardez le salaire d'un policier et comparez à celui d'un enseignant. Eh bien, Léopold Motazier a envoyé quelqu'un nous donner des leçons au niveau du complexe sportif de Ouarda. C'était en juin 2022, où il montrait plutôt que les enseignants étaient les mieux payés.
Il vient du travail au ministère, des Finances. Il s'appelle Robert Simo Kenny. Il a sorti des chiffres en disant, écoutez, les enseignants, depuis 15 ans, ils sont passés de 23 000 à 99 000. Donc, ils sont très nombreux. On a recruté beaucoup d'enseignants. Et il y a donc 99 000. Et lui, Paul Motazé, lui également, il dit, oui, ceux qui sont actuellement payés chaque fin du mois, il y en a 93 743 qui viennent pointer là-bas au ministère des Finances. On applaudit. On nous dit maintenant que les enseignants, est-ce que vous savez, ils ne représentaient à l'époque que 14% des effectifs de la fonction publique. C'est-à-dire que aujourd'hui, les enseignants, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans, les enseignants étaient 165 000. Bon, on a d'abord dit 23 000 même. Non, les enseignants étaient 23 000. Maintenant, ils sont 165 000. 165 000, on nous dit après 199 000, ce sont leurs chiffres. Je donne les chiffres qu'ils donnent. Ça dépend, je ne sais pas là où ils prennent. Et après, ils vous disent donc que ça représente presque tout ce que les autres corps ont. Donc c'est eux qui bouffent tout l'argent du pays. Parce qu'il y a en tout et pour tout 303 000 fonctionnaires. On est d'accord. Sur la répartition des ministères, on nous montre que le ministère de l'éducation de base, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire et tout, que c'est ça qui prend beaucoup d'argent par rapport aux autres ministères. Mais on oublie la grille des salaires. Vous avez une population qui a quoi? Vous créez des écoles. Par exemple, aujourd'hui, vous avez créé, Paul Biya a créé 8 écoles normales supérieures et 8 écoles normales d'enseignement technique, dont les gens sortent chaque année. Puisque, en même temps, les femmes accouchent, on n'est plus dans une population de 10 millions de personnes. Nous sommes 30 millions de personnes. Donc, les enseignants doivent augmenter, ce qui est tout à fait normal. Vous ne pouvez donc pas dire qu'il faut arrêter ça parce que les enseignants représentent, il y a ceci, représentent cela et tout et tout. Bref, lorsqu'on essaie donc de voir, je vais vous lire quelques petites choses concernant les effectifs. Parce qu'on m'a dit que c'est les enseignants qui touchent trop d'argent. Oui, leur ministère, on peut dire qu'il y a beaucoup d'argent. Mais cependant, où va cet argent? Je vais prendre que, d'abord, 9 ministères prennent 30% du budget de l'État du Cameroun. Et si on parle par exemple du budget prévisionnel qui était là, c'était à peu près 6 175 milliards. Donc, on essaie de regarder donc ce que les autres ont pris. On me dit que le budget donc du ministère de la Défense peut être très élevé, mais aussi on dit que tous ces ministères-là, avec le ministère de l'enseignement, le ministère des enseignements, ça fait 1881 milliards. Le ministère des Travaux est toujours devant. Et le ministère des Forces armées, ça c'est devant, où il faut faire la guerre et tout et tout. Il faut bien nous dire ce que la guerre nous rapporte. Hein. Et maintenant, alors, on nous dit que le ministère, justement, qui a donc beaucoup d'argent, le ministère, bon, c'est 461 milliards. 461 milliards. On applaudit, non? Voici comment se répartit cet argent. 243 milliards de francs CFA pour les programmes ayant trait à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Qualité de l'éducation. On a déjà mis 243,9 milliards. 243,9 milliards. Amélioration de la qualité de l'éducation.
On n'est pas dans les salaires des enseignants. Après, on nous dit qu'il y a le sous-secteur des enseignements secondaires. Et on dit 99,3 milliards servent pour le renforcement de l'accès aux enseignements secondaires. Renforcement des accès aux secondaires. On continue. Parce que jusque-là, ça n'entre pas dans les poches des enseignants. Hein? On continue. 73,6 milliards de francs CFA pour l'intensification de la professionnalisation et optimisation de la formation dans le sous-secteur des enseignements secondaires. Puis, 44 milliards pour la gouvernance et les appuis institutionnels dans le même sous-secteur. Bon. Vous avez un peu lu. Vous avez un peu écouté. On y va donc. Les enseignants demandent, on vous dit que chaque année, voilà 461 milliards. Et on vous dit que depuis des années, les enseignants demandent tout simplement que payez-nous 181 milliards. Donc sur 400 et poussière, près de 500 milliards que vous avez chaque année là, vous êtes incapable de sortir seulement le cinquième de ça pour donner comme salaire aux enseignants. Puisque quand on vous parle de 181 milliards, c'est depuis des années. Sans oublier que les enseignants ont souffert comme d'autres fonctionnaires. Je vous prends l'exemple. En 1993, plus précisément en janvier, Paul Biya décide de réduire les salaires des enseignants et des fonctionnaires à 20%. Donc, si vous aviez 100 000, vous touchez désormais 80 000. En janvier 1994, c'est-à-dire qu'un an plus tard, Paul Biya décide de réduire les salaires des enseignants à 50%, de 50%. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que pendant que les autres pays augmentent, il n'a fait que diminuer. Pendant ce temps, le niveau de vie augmente. Les charges augmentent. On enlève tout ce que vous aviez comme avantage. Et pour être intégré maintenant, ça devient un autre parcours de combattant. Mais cependant, on dit que ce sont les enseignants qui ont beaucoup d'argent. Regardez tout simplement, je vous prends le cas des sénateurs. À quoi sert le Sénat? Vous voyez le vieux père qui est au Sénat. Il vient dormir ici, à l'hôpital. Niak Jifenji. Vous connaissez combien le Sénat a pris? En 9 ans seulement, 167 milliards. 167 milliards. À quoi le Sénat a servi aux Camerounais? Je n'ai pas parlé des trucs, des travaux publics où vous voyez que on va créer plutôt les péages au lieu de faire des routes. Mais ce qui est beaucoup plus grave dans tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est que on parle des salaires des fonctionnaires. Est-ce que vous savez que ce sont les fonctionnaires fictifs, c'est-à-dire ceux qui n'existent pas, qui gagnent plus d'argent au Cameroun? Ce sont les études, et selon d'ailleurs les rapports faits par l'Assemblée et d'autres organisations indépendantes. Les salaires fictifs, et ça c'est confirmé par le Paul Moutazé, en 29 ans représentent
1920 milliards. 1920 milliards. On vous dit que ce régime-là est incapable de payer les enseignants à 181 milliards. Mais ce régime paye les fonctionnaires qui n'existent pas à 1920 milliards. En fait, regardez tous ceux qui sont là, à côté, dans cette affaire. C'est qui? Enseignement supérieur, c'est Jacques Famondongo. Il vient du Sud. C'est l'ami de qui? Du Zomlo. Jean-Pierre Mokbelinga. C'est lui qui, pour cette rentrée académique, avait invité le Zomlo comme étant l'invité d'honneur de tous les intellectuels qui existent au Cameroun. Qui gère la grille, qui gère les fonctionnaires fictifs là? Le Paul Montazé nous dit que il y a 9000, oui, il y a 93 773 enseignants qui vont pointer chez lui. Mais combien sont réellement des vrais enseignants? Où est la liste des fonctionnaires fictifs qu'on nous présentait? On nous a tout simplement dit que c'était le bout. Mais on n'a jamais condamné le bout. On a dit que c'est lui qui avait tous les matricules. Mais non. Les matricules, les salaires fictifs sont donnés aux hauts cadres de l'armée et de la police. Et c'est eux qui viennent arroser, tabasser les enseignants. Salaire de base, un policier, 420 000. Ça veut dire quoi? Quand l'enseignant, lui, il est là. Matin, midi, soir. Et vous venez, vous le tabasser. Quand vous regardez ces gens-là, à côté, c'est les Atangandji. Donc, lui, Paul Montazé, Atangandji. Voilà le réseau. C'est Atangandji qui dit comment est-ce qu'il doit aller fort. Comment il va punir ses enseignants. Ça veut dire quoi en réalité? Ces gens sont en train d'organiser une rébellion, une révolution. Parce que les enseignants ne doivent pas plier leur échine. Ils ont dit que les enseignants étaient nombreux. Imaginez donc, comme eux-mêmes le disent, 99 000 enseignants. Prenez même tout simplement 10 000 enseignants contre la police camerounaise. Et ces enseignants seront soutenus par les élèves, par les parents d'élèves. Ça veut dire quoi? Ce qui s'est passé en 2008 pour les émeutes, ce n'est qu'en février que Paul Biya, faisant un discours, avait réussi à réunir déjà dans un conseil ministériel. Qu'avons-nous proposé au peuple camerounais alors qu'il parlait des apprentis sorciers? On l'avait menti. Et ceux qui ont calculé le coût d'état scientifique, c'est eux qui refusent de payer les enseignants. Ils ont bien cet argent-là. Mais ils refusent de payer les enseignants. Ils viennent devant la télévision, ils provoquent les enseignants comme ils avaient provoqué la guerre chez les anglophones. Les anglophones étaient combien? Ceux qui ont pris les armes étaient combien? Donc, lui, Paul Montazé, Atangandji, les fameux Dongo, avec l'autre, Laurent Esso, sans oublier Vondayolo, ils sont là en train d'attendre le moment opportun pour dire, enfin, au lieu qu'il y ait des procès judiciaires contre eux, puisque c'est eux qui ont volé tout l'argent, ils vont plutôt s'occuper à matraquer les enseignants. Mais ils oublient que l'élection est programmée en 2025. La crise qui commence là, qui va commencer là, sera jusqu'en 2025. Et peut-être même avant 2025, ils seront déjà renversés.
Et imaginez le nombre d'enfants qui peuvent être dans la rue parce qu'ils n'ont plus reçu les enseignements. Imaginez combien d'enseignants vont prendre le Sissongo, d'autres qui iront rejoindre les Amazoniens, d'autres qui seront déjà dans le groupe armé. Vous croyez que les gens qui prennent les armes là n'étaient pas normaux comme vous et moi? Mais à un certain moment, ils ont dit, nous en avons ras-le-bol. Ras-le-bol. Comment on peut dire qu'il manque de l'argent au Cameroun? C'est lui, Paul Montazé, qui est parti s'endetter. Endetter l'État du Cameroun. A dit qu'on n'avait pas laissé le Cameroun endetté. Les enseignants ont été bien payés. Les fonctionnaires, enfin, les étudiants avaient leur bourse universitaire. Aujourd'hui, on a endetté jusqu'où? Jusqu'au cou. Et regardez les révélations de Maître Akeremouna. Maître Akeremouna, passant dans une émission de télé, a déclaré que sur les 12 000 milliards empruntés par l'État du Cameroun auprès des institutions de Bretton Woods, ça n'a pas servi à l'amélioration de la vie des populations, ni aux réalisations, mais plutôt a été détourné dans leur poche à hauteur de 8 000 milliards. Le régime Biya a détourné 8 000 milliards sur 12 000 milliards. Ce n'est pas la guerre civile, ça, que les gars là veulent organiser. On est là, matin, midi, soir. Oh, enseignants veulent ceci. Mais ils savent. Et enseignants, tenez bon. Peut-être c'est vous qui allez libérer le Cameroun. Même Adolf Hitler n'avait jamais maltraité les enseignants. Bien au contraire, il les mettait au petit soin. Les enseignants n'étaient pas en guerre parce qu'ils savaient que les enseignants vont assumer le service après-vente, que les enseignants allaient reprendre la relève pour mettre la jeunesse sur les rails du développement. Mais quel est ce pays où on vous dit que l'enseignant est le plus mal payé et la seule chose qu'on lui donne gratuitement, c'est de l'eau pimentée? L'eau qui... Comment cet enseignant va se placer devant son élève lorsque son élève va voir qu'il a été renversé, piétiné par un policier qui a à peine vu un CPE, que lui-même il est parti composer, ou bien au Nigeria qu'il est parti ramasser dans une friperie? Et c'est ce policier qui tabasse quelqu'un qui a passé des années sur un banc. C'est un gendarme qui va le jeter en cellule, qui va le menotter. Quand la société est comme ça à l'envers, qu'est-ce que vous voulez? C'est que les révolutions naissent toujours des petites revendications. Et les révolutions finissent par renverser ceux qui les ont créées, provoquées. Les révolutions, c'est comme, je vous parle du phénomène des fourmis magnantes. Elles sont nombreuses, les fourmis magnantes. Et puis, le lion est fort, il est puissant. Mais les fourmis magnantes finissent toujours par le renverser. Les enseignants finiront par renverser ce régime. Et derrière les enseignants, d'autres professions vont s'engouffrer. Puisque nous avons les médecins qui sont en train de pleurer, qui manquent d'équipement. D'ailleurs, ils sont en train de fuir tous le pays pour aller à l'étranger. Puisque d'ailleurs, j'ai appris que 3 venaient de mourir là parce qu'ils étaient sur des benskins, rentrant de leur lieu de travail, incapables de s'offrir ne serait-ce qu'une voiture de service. Vous avez vu ça où? Regardez comment les enseignants ici se changent les 4x4 tous les 4 mois. Oui, les médecins. Il va à l'usine, il dit, oh, je veux ceci. Après, on lui donne les clés. Après, il revient 4 mois. Après, il dit, je veux maintenant ceci. Mais on vous dit qu'au Cameroun, les médecins
sont là avec les infirmières, se disputent les petits gombos que les malades viennent leur donner. Quel est ce pays où c'est dans le régime des ministres qui sont des milliardaires, les fonctionnaires sont les plus pauvres, même les hommes d'affaires sont ruinés. Ce pays-là va tomber et il est en train de tomber. Les enseignants ne sont qu'un caillou dans leurs chaussures. Et ce caillou finira par percer ses chaussures, bref, par les faire trébucher. Ils auront cherché, croyant qu'ils allaient seulement renverser Paul Biya. Ils oublient ce que Famondongo disait, c'est notre Créateur. Si le Créateur tombe, sachez que les créatures iront avec lui, définitivement. Vous pouvez rigoler, vous pouvez croire que c'est peut-être juste ce qu'on peut appeler une blague de mauvais goût ou un poisson d'avril. Que non. Le Cameroun est un pays très riche. Ah oui, le Cameroun est plus riche que beaucoup de puissances que vous connaissez. Le Cameroun est même plus riche que la France. Le Cameroun est plus riche que certaines grandes puissances qu'on vous a souvent citées. S'il fallait que le Cameroun fasse la concurrence avec certains États, eh bien ce serait peut-être même la Chine. Ah, peut-être le Cameroun danserait aussi le tango avec ceux-là qui sont développés. Ceci n'est pas de moi, mais de quelque chose qui vient d'une intelligence artificielle. Parce que quand on vous dit, les caisses de l'État sont vides, où est parti l'argent? Et même si aujourd'hui on dit on a détourné l'argent, est-ce qu'on a détourné nos matières premières? Elles sont toujours là. Nous avons des ressources minières. Et c'est en fonction de ça qu'on peut donc établir qui est riche, qui est pauvre. Mesdames et messieurs, je vous convie donc à écouter les 10 pays, à suivre les 10 pays les plus riches au monde selon l'intelligence artificielle. Attendez, je vais voir. Et comme ça, on va voir qui est qui. Voici les 10 pays les plus riches du monde selon l'intelligence artificielle si tous les pays utilisaient leurs richesses naturelles et économiques pour leur propre développement de manière efficace, sans détournement de fonds, corruption ou exploitation excessive. Numéro 1, République démocratique du Congo, RDC, riche en ressources naturelles telles que les minéraux, les diamants, le cuivre et bien plus encore. 2. Nigeria, abondance de pétrole et de gaz naturel. 3. Russie, ressources naturelles massives, y compris le gaz naturel, le pétrole, les minéraux et les terres arables. 4. Arabie Saoudite, importante réserve de pétrole. 5. Brésil, riche en ressources naturelles, y compris l'agriculture, les minéraux et le bois. 6. Australie, ressources minérales abondantes, notamment le fer, le charbon, l'or et l'uranium. 7. Canada, vaste territoire avec d'importantes réserves de pétrole, de gaz naturel, de minéraux et de bois. 8e, Afrique du Sud, importantes réserves de minéraux, notamment l'or, le platine et le charbon. 9e, Cameroun, riche en pétrole et en gaz naturel. Vous avez suivi? Position, Kazakhstan, ressources minérales, notamment le pétrole, le gaz, l'uranium et les métaux. Vous avez donc suivi, je vous reprends. 1.
Ça devrait être la RDC. Ça se comprend lorsqu'on voit tout ce qu'il y a là-bas comme richesse naturelle. Parce que quand on parle de l'Arabie Saoudite, du Qatar, ce n'est que le pétrole et le gaz. Ces pays n'ont rien inventé, ils n'ont pas une richesse qui tombe du ciel. Mais regardez ce qui a été conçu là-bas. Les pays africains, non. Donc, je voudrais juste vous dire que dans ce classement, vous avez pu constater que le Cameroun arrive à la 9e position. Et si le Cameroun arrive à la 9e position, c'est parce que justement, le Cameroun est riche en matière première et aussi en matière minière. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Que le Cameroun soit et les Camerounais soient si pauvres, mal payés, qu'il y ait autant de chômage. Est-ce que vous savez par exemple l'une des raisons, l'une des régions les plus pauvres du Cameroun? C'est là où Chantal Biya a grandi. C'est là où les gens comme les Joseph les sont nés. C'est-à-dire la région de l'Est. La région de l'Est devrait être la région la plus riche du Cameroun, voire d'Afrique. Pourquoi? Un petit village qui est situé à 400 km de Yaoundé s'appelle Batouri. Batouri, on appelle ça le paradis géologique. Le paradis géologique. Qu'est-ce que vous trouvez à Batouri? Vous trouvez là-bas les plus grands gisements d'or. Vous avez le diamant, le manganèse, vous avez le cobalt et vous avez du bois. Mais allez à Batouri. Si vous allez trouver une route, allez à Batouri si vous allez trouver les écoles, les hôpitaux. Et pourtant, vous vous rendez compte que rien que la province de l'Est représente 73,6% des réserves d'or du Cameroun. C'est la Damawa qui a 25%. Et quand on regarde donc les réserves d'or, l'État du Cameroun, à travers le ministère des Mines, qui malheureusement n'a plus de ministre, qui est mort depuis que Paul Biya n'a jamais remplacé, délivre ce qu'on appelle les autorisations pour les recherches. On vous fait comprendre que selon l'État du Cameroun, c'est 98 qui ont été délivrés en 2021. Mais sur le terrain, on trouve que c'est 161 autorisations et que le gouvernement vous dit qu'il y a 36 sociétés étrangères qui sont installées là-bas pour faire des recherches d'or. Mais en réalité, sur le terrain, on trouve plutôt 166. 166. L'heure du Cameroun devrait faire que chaque Camerounais vive super bien et que Batouri soit comme Dubaï. Mais ce n'est pas ça. Regardez les derniers résultats du CAPAM de 2022. On nous fait comprendre que l'or qui est sorti du Cameroun, qui a été vendu à l'étranger, c'est combien? 183 kg en tout et pour tout. Et ils nous disent que applaudissez parce que ça représente beaucoup. On a gagné. Oui, ça a donné à l'État 2 milliards 476 millions. C'est-à-dire que moins de 2 milliards et demi. Voilà ce qu'on a récolté pour de l'or. Et pourtant, voici ce que les Émirats Arabes Unis déclarent seulement en 2018. Qu'ils ont acheté au Cameroun. Qu'ils ont acheté. Rien que les Émirats Arabes nous déclarent qu'ils ont acheté 11 tonnes 700 kilos d'or.
ça représente 575 milliards de francs CFA. 575 milliards de francs CFA. Rien que les Émirats arabes. Où va donc, à qui on a donné cet argent? Aux membres du gouvernement, puisque le ministère des Mines a ses représentants là, et le ministère des Mines dépend de la présidence de la République. Pour avoir donc l'autorisation, il faut passer par le ministère des Mines et la présidence de la République. Et qui exploite cet or? Ce sont les Asiatiques, dont 90% sont la Chine, à travers la plus grande entreprise qui s'appelle Lou Anlang. Lou Anlang, d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'en 2021, non seulement il maltraitait les autochtones et tout ça, c'est-à-dire qu'on vous chasse de vos terres, c'est-à-dire qu'on est sur 38 000 km² qu'on exploite. Et ils reviennent avec des Coréens, ils reviennent avec d'autres, ils revendent les parcelles pour d'autres sociétés. Et si tu repars sur seulement la terre de tes ancêtres, eh bien ces Chinois, ils vont t'enfermer ou ils te tuent. D'ailleurs, il y avait eu un scandale là-bas. Le Chinois avait carrément dégainé et avait tué un homme. Ça a créé une véritable bagarre jusqu'à ce que le Chinois avait été tué. Mais ces Chinois sont protégés par le gouvernement camerounais. Parce qu'ils font ces affaires avec le gouvernement camerounais pour uniquement bénéficier à ces bandits qui sont à Étoudi, qui sont à gauche et à droite, et qui parfois, c'est-à-dire que même ceux qui font aussi là-bas, travaillent avec les Chinois. Ce sont les cadres de notre armée. Les hauts cadres de notre armée. Ils sont dans des mines. Allez donc voir Batouri. Vous allez voir que non seulement ils creusent des puits qui sont profonds, mais les populations y crèvent. On ne compte pas des morts, on ne compte pas des noyades. Entre 2016 et 2020, 250 morts. Et personne n'est dédommagé. C'est l'esclavage des temps modernes. Et ce qui est grave, c'est que les femmes, les enfants, vont dans ces mines pour travailler. Et dans ces mines, on travaille avec des produits chimiques qui sont dangereux pour la santé, tels que le mercure, tels que le cyanure. Or, qu'est-ce qui se passe? Dans ces puits, les femmes vont plonger avec des tamis pour chercher de l'or dans l'eau boueuse. Résultat des courses, le cyanure, puisque l'eau va jusqu'au nombril, peut même dépasser jusqu'au sein, le cyanure pénètre le sexe, la vulve. Aujourd'hui, selon un petit hôpital de Batouri, cet hôpital qui d'ailleurs n'a qu'un seul médecin, n'a pas de lit, n'a rien, presque 90% des femmes souffrent des maladies vaginales. Toutes ont des blessures. Elles ne peuvent même plus avoir des rapports sexuels avec leur mari. Elles pleurent parce que quand elle va à l'hôpital, on trouve que le cyanure se retrouve dans son sexe. Le cyanure dans le sexe. Elles ne peuvent plus faire des enfants. Même les petits-enfants, ils meurent d'asphyxie. Et il y a des maladies pulmonaires. Après, il y a la tremblote. Côté homme, certains même ont perdu leur vue. Et ce qui est encore beaucoup dangereux, c'est qu'en certains moments,
Parce que l'eau est éjectée par des pompes. Cette eau prend donc pratiquement tout l'environnement. L'Est est actuellement un véritable scandale. Puisque cette eau pollue, il n'y a plus d'eau pour boire pour des populations. Tous les ruisseaux et les rivières sont pollués. Et même le fleuve KDI, qui nourrissait et qui était presque un lieu de pêche pour des populations, c'est devenu un endroit désertique. Pourquoi? Parce que à l'été, enfin, pendant la saison sèche, les poissons, on les trouve dans l'eau, mais vous ne pouvez pas la manger. Parce qu'ils meurent seuls. Ils meurent de mercure, ils meurent de cyanure. Donc, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a plus moyen de faire la pêche. Même les trous, ils ne parviennent pas, ne serait-ce qu'à pouvoir les rembler. Les gens meurent dans des tunnels. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'exploitation semi-mécanisée et artisanale. Et le Capam, jusqu'à présent, le Cameroun est l'un des rares pays au monde où on ne fait pas l'identification de l'or. On vous dit qu'on pense que c'est sorti tel nombre de kilogrammes. On vous parle des tonnes. Des tonnes. Je ne vous parle pas du diamant. Je ne vous parle pas du cobalt. Je ne vous parle pas de... Mais c'est pas pour... Oh, bien, bien. Biya nous a tués. C'est... Et ça ne s'arrête pas là. Regardez maintenant notre pétrole. Notre pétrole, c'est de la même façon. C'est détourné. Toujours par un système mis en place par Paul Biya. Après, on vous dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent comment? Vous tous, vous avez entendu l'affaire Glencore. Qui est venu avec Glencore au Cameroun? Glencore est dans les minéraux. Glencore est dans le pétrole. Et vous avez suivi comment Glencore a avoué avoir corrompu les dirigeants africains pour 321 millions de dollars, dont ceux du Cameroun, et particulièrement ceux des sociétés de Paul Biya qui sont la Sonara et la SNH. Glencore a avoué en mai, plus précisément le 24, devant la justice anglaise et américaine, d'avoir corrompu les dirigeants africains. Et là-dedans, c'est pas africains, les dirigeants camerounais, à hauteur de 7 milliards. On dit qu'il n'y a pas d'argent. 7 milliards. Et c'était pourquoi? C'était pour vendre, pour prendre le pétrole presque gratuitement. Je vais vous faire écouter une intervention de Akere Mouna qui parle de ce scandale mondial et que jusqu'à présent, le régime Biya refuse d'engager des poursuites judiciaires parce qu'ils savent qu'ils sont complètement impliqués. L'affaire Glencore, aujourd'hui, montre jusqu'où nos autorités n'ont jamais voulu développer notre pays, n'ont transformé ça en cartel. Écoutez, ça c'est Equinox. J'ai fait plusieurs États. J'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Sénégal, les autres pays, j'ai fait le Congo. Et c'est impossible, quasiment impossible d'obtenir. Mais on a des pistes. Parce que quand je vous avais parlé il y a presque un an, un peu plus d'un an, on avait chiffré le montant de la corruption à 8 milliards. Comme on dit souvent, je vous montrer la lune, mais les gars, regardez de doigts. Oui, c'est 8 milliards. Mais la question à poser, mais 8 milliards pour obtenir quoi? Et parce que justement, très souvent, on dit que oui, c'est l'argent de corruption, le vin, pour obtenir des contrats pétroliers. Mais il s'agit de quoi concrètement? Je vais donc vous montrer 3 graphiques. Le premier graphique vous montre les ventes
voir. Sur le point zéro, ça c'est le prix mondial, n'est-ce pas, de la vente du pétrole. Et sur les graphiques, vous allez voir à droite les noms des traders, les gens à qui nous vendons. Je vous laisse moi regarder Glencore. Donc, si vous regardez Glencore, vous allez voir que Glencore, en 2019, a acheté le pétrole camerounais à 30% des décotes. Pardon, 30% des décotes. En 30%. dessous du prix mondial. Il faut aussi qu'il y ait une justification commerciale ou économique, swapping ou je ne sais pas, je ne sais rien. Mais ce qu'on voit dans les documents, auprès de EITI, là où on déclare, c'est que Glencore a acheté notre pétrole 30% moins en dessous du prix mondial, 25% en dessous du prix mondial, 10% et 8%. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut acheter en dessous du prix? Interrogation. Et puis comme par hasard, j'ai découvert notre société Vitol, qui lui a acheté à 70% en dessus du prix. 70%. 70%. Je ne connais pas le contexte. Est-ce que je note? C'est-à-dire que pour faire simple pour les téléspectateurs, il achète le pétrole et lorsqu'il le revend, il le revend au prix mondial. Bon, et si, il a disons 70%. Voilà. C'est-à-dire que disons que c'est 100 francs. Qu'il achète, le prix mondial, c'est 100 francs. Et quand il achète au Cameroun, il achète à 30 francs. Et je vous dis que, selon les chiffres, nous avons vendu plus de 900 milliards de pétrole en 2022. What do you read beneath those transactions? What do you read beneath those transactions in terms of corrupt practices and You see, that illegal maneuvers? That is the sadness about opacity. L'opacité, voilà donc. Vous avez suivi. C'est-à-dire, quelqu'un vient au Cameroun acheter le pétrole, notre pétrole à 30 francs. Il revend ça à 100 francs. Et cette personne vous déclare que j'ai payé à vos fonctionnaires, aux personnes de la présidence de la République, 7 milliards. Maître Akelemuna avait saisi la CONAC. La CONAC est supposée être cette agence qui est pour le contrôle des fraudes au Cameroun. Maître Akelemuna a saisi l'ANIF, l'Agence nationale des infractions financières. Maître Akelemuna a saisi la chambre d'instruction de la Cour d'appel, de la Cour suprême, pour dénoncer cela. Tous les autres pays, on vous fait comprendre que c'est une affaire qui date d'abord depuis 2007. On vous prend seulement que cette période-ci. C'est 2007 à 2010. Vous avez déjà 7 milliards. 2010, 2020, c'est combien? 2020, 2023, c'est combien? Puis ça continue. Qui partait négocier cela? C'est bien Moudiki. Adolphe Moudiki, qui est l'ami de Paul Biya. Et qui gère la SNH? C'est Madame Moudiki, qui est l'ami de Chantal Biya. Qui a donc fait ces prix? Qui a donc détourné cet argent? C'est donc Paul Biya, Moudiki, Chantal Biya, avec, bien sûr, Madame Nathalie Moudiki. Voilà pourquoi il n'y a pas d'enquête. Voilà pourquoi est-ce que des gens comme Laurent Esso sont aussi au pouvoir. Parce qu'il fallait rapidement tuer Maître Akelemuna, qui est l'empêcheur de tourner en rond. Puisque là encore, il a relancé le dossier en saisissant aussi le Consupé. Le Conseil supérieur, c'est
C'est quel pays? Si le Cameroun portait plainte, on allait sortir des noms. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Moudi qui est vite venu le 30 mai 2023 pour dire, bon écoutez, personne n'a volé chez nous. Mais on vous dit, c'est la justice américaine qui a fait une enquête avec la justice anglaise. C'est-à-dire qu'ils sont spécialisés dans la recherche de la fraude et que l'avocat de Glencore est venu avouer. Donc on vous attrape, vous avouez, vous dites j'ai volé, j'ai corrompu au Cameroun. Et Adolphe Moudi qui vient dire vraiment nous on ne croit pas en ça, nous on n'est pas concernés, notre statut ne nous permet pas de faire ceci et cela. Mais on vous dit, les Américains vous ont attrapé, tous les autres pays ont accepté. Mais au Cameroun on est en train de refuser. Mais on vous dit alors portez plainte, vous refusez. Vous dites, nous, on ne porte pas plainte. Mais on ne peut pas payer les fonctionnaires. On ne peut pas payer les enseignants. On ne peut pas payer les bourses à l'université. On ne peut pas donner de l'eau à boire, de l'électricité. Alors qu'on est un pays très riche, vous avez suivi comment l'intelligence artificielle place le Cameroun en 9e position. Ce n'est pas Ngono qui le dit, selon nos potentialités. Mais il se trouve que nous avons des bandits qui dirigent, qui pillent les caisses de l'État et qui ont fait semblant de créer ce qu'ils ont appelé opération quoi, épervier et tout ça. Juste pour se moquer du peuple. Mais regardez, Glencore, ce qu'il peut donc donner à l'État du Cameroun, ce qu'ils ont réussi à piller. À qui a profité ce crime? On va nous dire, serrez vos ceintures. Alors que Dieu nous a tout donné. Et après, il y a des faux panafricains là qui vont vous dire que oh, c'est la France. Mais dites-moi, ici, là, quand on vous dit que Glencore, c'est-à-dire quels que soient les gens qui vont traiter avec eux, vous avez vu tout de suite là, notre or, c'est la Chine. Nos armes, c'est la Chine. C'est-à-dire, vous pouvez chasser la France, les gars, là, vous me trouvez d'autres partenaires qui sont des bandits. Glencore, c'est les Anglais et les Américains. Et les Suisses. C'est une entreprise installée en Suisse. Là où Paul Biya va dormir chaque jour. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas seulement la France. C'est que beaucoup ont profité de la France qui a montré comment on vole, comment on pille, comment on fait ceci. Pour faire pire que la France. C'est la France qui interdit à Paul Biya de poursuivre Glencore. Mais plutôt, Laurent est saucé, précipité à poursuivre à Kérémouna. À travers sa sœur, Amatoutou. Pour faire condamner à Kérémouna. À Kérémouna était obligé de s'enfuir du Cameroun. En disant que oh, il y a les problèmes d'héritage, de ceci à la famille. Ils vont toujours, ils divisent les familles. Mais à Kérémouna continue à vous parler de l'histoire de Glencore. Où va notre argent du gaz? Les Camerounais ne sont même pas au courant que notre gaz appartient à Gazprom. Mais ils applaudissent. Oh, Paul Biya a mis le haut niveau de la diplomatie avec Poutine. Mais attendez. Poutine, Gazprom, exploite le gaz du Cameroun depuis des années. Depuis des années. Mais vous, il vous manque même le gaz domestique. Beaucoup de Camerounais ne savent même pas que c'est la Russie qui exploite le gaz du Cameroun. Ils ne savent pas. Paul Biya a tout vendu. Et vous l'appelez panafricaniste. Vous dites, il a le cerveau. Maintenant, il est parti en Russie. Oh, il est parti à tel ou tel endroit. Depuis qu'il signe les partenariats. C'est pour sa famille. C'est pour ses enfants. Ils sont impliqués dans tous les détournements. Ils sont impliqués dans l'exploitation de la forêt, de l'or, des diamants, du cobalt, du manganèse, du fer. Mais combien quelqu'un
quantité de fer on a? Combien de réserves de fer le Cameroun dispose? Vous pouvez savoir? Combien de réserves de bauxite le Cameroun dispose? Plus que la Guinée. Doumbouya est arrivé hier. Voilà la bauxite de la Guinée qui paye déjà les fonctionnaires. On a déjà construit des rails et des ceci et cela pour évacuer. Mais Paul Biya n'a même pas construit 1 kilomètre de rails en 41 ans de pouvoir. 1 kilomètre. Il avait préféré donner nos rails à Bolloré, son ami français. Avec l'autre ami qui venait de mourir là, Yvonne Omnes, ancien ambassadeur de la France au Cameroun. Paul Biya, c'est comme le rapport de l'ITIA que l'or, c'est la malédiction du Cameroun. La malédiction de Batouri. Les matières premières sont notre malédiction parce que seul Paul Biya et son clan bénéficient. Peut-être que s'il n'y avait pas ces matières premières, s'il n'y avait pas ces ressources minières, Paul Biya n'accepterait même pas être président. Mais s'il est assis là, c'est pour nous créer la misère. Pour que ce soit seulement ses enfants, sa famille, ses amis qui profitent du Cameroun. Et au lieu de regarder, comme Akeremoun a dit, quand le doigt montre la lune, au lieu de regarder la lune, vous regardez le doigt. Quand moi je vous montre les misères que Paul Biya vous crée, au lieu de courir vers Paul Biya, de courir vers les Ngongo, de courir vers les Motazé, vous courez vers moi. Vous venez couper les directs. Vous dites que c'est moi votre ennemi. Vous dites que vous m'attendez, je vais lire le... Vous m'attendez au pays, on va voir. C'est moi qui vous mets dans le noir. C'est moi qui fait que vos enfants soient dans le chômage. C'est moi qui fait que les policiers vous arrêtent là, partout en route. C'est moi qui fait que l'eau soit rouge, jaune. C'est moi qui fait que les voitures fassent avec vous et que finalement vous fassiez des accidents, que vos femmes accouchent prématurément. C'est moi qui fait qu'il vous manque les médicaments, alors que Paul Biya vous a dit santé pour tous en l'an 2000. C'est moi qui fait que Yaoundé soit la ville la plus sale, comme Douala, où on ne peut même pas ramasser les ordures. C'est moi qui fais que Bertois, Batouri, et tous ces villages de l'Est où Chantal Biya a grandi, nourri, avec l'argent de la société forestière, la SFI, que là-bas il n'y ait pas de route, que là-bas il n'y ait pas de pluie, que là-bas il n'y a que du désespoir, aucune structure sociale. C'est moi, Ngono, depuis la France, qui fait que le Cameroun soit classé comme un pays très pauvre et très endetté, que les États-Unis vont poursuivre, que Glencore soit poursuivi. C'est moi. Paul Biya, c'est la malédiction du Cameroun. Mais il n'est pas seul. Il a ses compagnons, il a aussi sa partenaire qui, tôt ou tard, vont rendre compte, en commençant par Chantal Biya et se rejetant comme ça s'est passé au Gabon.